On connaît tous la scène. On est à l'épicerie, le panier est à moitié plein, on est fatigué, puis là, c'est le drame. Ah ouais! La crise de notre enfant qui éclate en plein milieu de l'allée des céréales. Les gens se retournent, on sent les regards, la pression qui monte, et ce sentiment terrible d'être un mauvais parent, de ne pas être à la hauteur. Ces moments-là où la fatigue, la culpabilité, la surcharge d'informations se rencontrent, c'est pas mal le portrait de la parentalité moderne, non? C'est un portrait très juste parce que ça capture la pression externe, mais aussi, la pression qu'on se met nous-mêmes. Oui. Puis tout ça est amplifié par notre environnement. On vit dans un monde de distractions, le téléphone qui vibre, les notifications, la charge mentale de tout planifier, tout nous tire hors du moment présent. Totalement. Et au milieu de ce chaos-là, on essaie d'élever des enfants. C'est déjà une tâche monumentale. Fait que c'est pas surprenant que tant de parents se sentent complètement dépassés et cherchent une autre façon de faire. Exactement. Une façon de faire qui serait pas juste une autre méthode rigide à ajouter sur la pile. Et c'est justement ça qu'on explore aujourd'hui en se penchant sur nos sources, principalement le livre « Parents conscients, enfants confiants » de Franz Hutcheson. Notre mission, c'est de voir comment cet ouvrage propose une réponse qui se veut apaisante, réaliste, moins une recette miracle, puis plus un chemin pour se reconnecter à nos enfants, mais surtout, et c'est peut-être ça la clé, à nous-mêmes. Absolument. Alors, allons-y. Le titre parle de « parents conscients ». C'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais ça peut aussi sonner un peu intimidant, genre un autre standard de perfection à atteindre. Concrètement, ça veut dire quoi selon l'approche du livre? C'est une excellente question parce que le livre, justement, prend bien soin de déconstruire cette idée de perfection. Être un parent conscient, c'est pas ne jamais crier ou ne jamais perdre patience. Ah OK, ça rassure. Oui, c'est plutôt choisir de répondre avec intention au lieu de réagir par impulsion. C'est la différence entre être sur le pilote automatique, géré par notre stress, et prendre une fraction de seconde pour choisir notre réponse. L'idée fondamentale, c'est la présence plutôt que la perfection. La présence, ça reste un concept un peu abstrait. Est-ce que le livre donne un exemple simple, un premier pas concret pour un parent qui se dit « par où je commence ». Absolument. Il y a un outil très simple qui est mentionné, la règle des 90 secondes. OK. L'idée, c'est qu'au retour de l'école ou de la garderie, au lieu de continuer à préparer le souper en criant « Salut » de la cuisine, Ce qu'on fait tous, on s'arrête, on dépose tout ce qu'on fait, on se met à la hauteur de l'enfant et on lui offre 90 secondes de notre attention pleine et entière, sans distraction. Juste 90 secondes. Juste ça. On écoute vraiment ce qu'il a à nous dire. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que c'est pas une question de temps, mais de qualité de présence. En 90 secondes, on envoie un message incroyablement fort. Tu es la chose la plus importante pour moi en ce moment. C'est fou. 90 secondes, c'est à la fois tout petit et ça peut paraître énorme quand on est dans le feu de l'action. Mais je comprends l'impact. Ce qui m'amène à une autre question. En faisant ça, on aide notre enfant, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça change pour le parent? Ah, ça change tout, parce que c'est un entraînement. Chaque fois qu'un parent pratique ce genre de pause consciente, il ne fait pas juste gérer une situation. Il modélise pour son enfant une compétence essentielle, l'autorégulation. Il devient un exemple, la manière dont il voit gérer notre propre stress, nos propres émotions. En choisissant de respirer avant de répondre, on leur montre concrètement comment naviguer une tempête intérieure. C'est un voyage de transformation mutuelle, donc. C'est ça. Le parent change et en changeant, il offre un nouveau modèle à son enfant. Il y a une citation du livre qui résume bien ça. Vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour être présent, pour apprendre, pour grandir. D'accord. Cette idée de présence, d'intention, c'est la philosophie de fond. Mais revenons à ma crise à l'épicerie. Dans le feu de l'action, quand les émotions sont à leur compte, que ce soit celles de l'enfant ou les nôtres, la philosophie, c'est bien, mais on a besoin d'un outil pratique. Le livre doit bien proposer une sorte de marche à suivre pour ces moments-là, non? Oui, et c'est un des piliers de l'ouvrage. Il propose un cadre simple et mémorable, l'acronyme CARE. C-A-R-E. Ce n'est pas une formule magique pour arrêter la crise, mais plutôt une carte routière pour traverser la crise avec l'enfant. La première étape, c'est pour calme. OK. L'objectif n'est pas de raisonner l'enfant, ce qui est impossible quand son cerveau est inondé d'émotions, mais de l'aider à calmer son corps. Ça peut être aussi simple que de respirer profondément ensemble ou de faire un câlin. Juste ça, c'est déjà un changement de paradigme. On n'essaie pas de convaincre, on essaie de calmer le système nerveux. Et après?
Après vient le A, pour accepter ou reconnaître. C'est l'étape où on valide l'émotion, sans la juger ni la minimiser. Une phrase comme « Je vois que t'es vraiment, vraiment fâché qu'on puisse pas acheter ces biscuits », plutôt que « Arrête de pleurer pour des biscuits ». Voilà, on connecte avec l'émotion de l'enfant. Attends une minute, parce que cette étape-là, l'étape d'A, c'est souvent la plus difficile pour un parent. Notre réflexe, c'est de vouloir régler le problème, de dire « fais-toi un pas » ou de trouver une solution tout de suite. Oui. Juste s'asseoir avec l'émotion sans chercher à la faire disparaître, c'est un vrai défi. C'est le plus grand défi et c'est le cœur de l'approche. Ce n'est qu'une fois que l'enfant se sent compris et que le calme revient qu'on peut passer aux 2 dernières étapes. Le R pour réfléchir, où l'on peut parler de ce qui s'est passé. OK. Et enfin, le E pour engager ou responsabiliser, où on aide l'enfant à trouver une solution ou à identifier son besoin pour la prochaine fois. Ce modèle déplace l'objectif. On passe de contrôler le comportement à se connecter à l'humain qui vit une émotion difficile. Et ce qui rend l'approche du livre si humaine, ce sont les anecdotes personnelles de l'autrice qui illustrent tout ça. Ça me fait penser à celle de sa fille Chloé qui dessine un soleil violet. Ah oui! Mon premier réflexe, puis probablement celui de bien des parents, aurait été de corriger gentiment. Mais non, ma chérie, le soleil, c'est jaune. Exactement. Mais dans l'histoire, la mère choisit une autre voie. Au lieu de corriger, elle entre dans le monde de sa fille. Elle demande « Wow, un soleil violet! Comment t'as fait cette couleur? » Elle explore la créativité de l'enfant. C'est un exemple parfait de la parentalité consciente en action, choisir la connexion plutôt que la correction. C'est la même chose avec l'histoire du papillon, qui devient une métaphore sur le besoin de chaque enfant d'avoir son propre cocon sécurisant pour grandir à son rythme. Et on sent à travers ces exemples que le livre donne pas de solution toute faite. Il y a un immense respect pour le rythme de chaque famille, ce qui doit être particulièrement rassurant pour les parents d'enfants plus sensibles, neurodivergents ou atypiques. Tout à fait. L'autrice partage que l'une de ses filles est sur le spectre de l'autisme et on sent que cette expérience a infusé le livre d'une grande compassion. Il n'y a pas de jugement. L'invitation, c'est d'observer l'enfant qu'on a devant nous et de s'adapter à lui plutôt que d'essayer de le faire entrer dans un moule. Et si l'enfant est trop jeune ou trop submergé pour passer par CARE avec des mots, c'est là que le livre propose une autre porte d'entrée, les sens. Il utilise l'approche VAKO, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, intuitif, comme une boîte à outils sensorielle. Ah, intéressant. Parfois, le chemin vers le calme passe par une couverture lourde, donc le kinesthésique, ou une huile essentielle de lavande pour l'olfactif, bien avant les mots. On parle beaucoup de l'enfant, puis c'est normal, mais j'aimerais qu'on revienne aux parents. Cette peur de mal faire, cette impression d'échouer à la moindre crise, comment le livre aide le parent à gérer son propre critique intérieure? En introduisant un concept puissant, celui de l'état d'esprit de croissance, ou growth mindset, tiré des travaux de Carol Dweck, le livre l'explique très bien. D'un côté, il y a l'état d'esprit fixe. On croit que nos talents, nos capacités sont figés. OK? Dans ce mode-là, un échec est une preuve de notre incompétence. De l'autre, il y a l'état d'esprit de croissance. On voit les défis et les erreurs comme des occasions d'apprendre et de grandir. Et le point crucial, c'est que l'ouvrage invite les parents à appliquer ça à leur propre parentalité. Donc, si je perds patience et que je crie, au lieu de me dire « je suis un parent nul », ce qui est l'état d'esprit fixe, je pourrais me dire « OK, j'ai réagi fortement, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour la prochaine fois? » Ça, c'est l'état d'esprit de croissance. C'est exactement ça. C'est incroyablement libérateur. On n'est plus obligé d'être parfait. On a le droit d'être un parent, un apprentissage. Ça transforme la parentalité d'une performance à une pratique. Et ça change la façon dont on interagit. Au lieu de donner des ordres, on se met en mode coaching. On pose des questions à l'enfant comme à soi-même. De quoi as-tu besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin? On passe du contrôle à la collaboration. J'ai l'impression que le jeu doit avoir une place importante dans cette vision-là. Souvent, comme parents, on se sent coupable si on ne fait pas des activités éducatives. On peut voir le jeu comme une simple pause, une perte de temps. Le livre déconstruit complètement cette idée, particulièrement dans le chapitre 4. Il affirme que le jeu, c'est pas une pause de l'apprentissage. Le jeu est l'apprentissage. Il propose même un modèle pour aider les parents à voir la richesse du jeu, le modèle PLAY. P pour personnifier et résoudre des problèmes. L pour libérer l'apprentissage par le mouvement. Accueillir les émotions. Et Y pour dire yes à la connexion sociale. Ça donne une grille de lecture.
Oui, pour comprendre que lorsque les enfants jouent, ils développent des compétences absolument fondamentales. Si on met tout ça ensemble, on voit se dessiner une approche qui est vraiment différente. Le livre promet pas une famille sans conflit ou des enfants toujours calmes. C'est presque le contraire. Oui, il normalise les défis. Il dit que les émotions difficiles font partie de la vie et que les conflits sont des occasions de grandir. Il ne donne pas une liste de trucs pour réparer son enfant. Non. Il donne des outils aux parents pour qu'ils puissent naviguer ces moments avec plus de conscience et de sérénité. Le pouvoir vient pas d'une méthode externe, mais de la capacité du parent à se connecter à ses propres ressources intérieures et à celles de son enfant. Ça redonne confiance. Toute cette approche est très mentale. Ça demande de la réflexion. Pour un parent qui est déjà épuisé, ça peut paraître une montagne. Est-ce que le livre propose des choses plus corporelles, plus simples pour s'ancrer quand le cerveau ne suit plus? Absolument. Et c'est une de ses grandes forces. Le livre reste pas dans l'intellect, il cherche à incarner les concepts. Chaque chapitre se termine par des pratiques enracinées, des outils très concrets pour intégrer les idées dans le corps. Ah, OK. L'idée, c'est que pour changer nos réactions automatiques qui sont pilotées par notre système nerveux, il faut passer par le corps. Et ça ressemble à quoi concrètement? Ça peut être très simple. Par exemple, un mantra à se répéter dans un moment de stress, comme « Enraciné dans le calme, je grandis avec amour ». C'est un ancrage mental rapide. D'accord. Il y a aussi des méditations guidées thématiques comme la méditation de la rivière des émotions qui aide à visualiser les sentiments qui passent sans nous emporter. Et ce qui est encore plus original, c'est qu'il y a des postures de yoga. Du yoga. Ça, c'est surprenant. Je ne m'attends pas à trouver ça dans un livre sur la parentalité. Et pourtant, c'est très pertinent. Par exemple, la posture de l'arbre pour symboliser l'équilibre et l'enracinement, ou celle du guerrier 2 pour la force intérieure. Ce sont des métaphores corporelles. Fascinant. Le but, c'est pas de devenir un expert en yoga. C'est d'utiliser une posture simple, tenue pendant 30 secondes, pour envoyer un message différent à son système nerveux. Ces pratiques sont conçues pour être courtes et accessibles. Personne n'a 1 heure devant soi. Non, c'est sûr. Mais prendre 1 minute pour faire la posture de l'arbre peut radicalement changer notre état intérieur avant de répondre à un défi. C'est par ces petites touches répétées qu'on reconfigure en douceur notre cerveau pour passer de la réaction à la réponse choisie. Au final, l'image qui me vient, c'est celle de l'autrice qui parle d'entretenir un jardin. On ne peut pas forcer une plante à pousser en tirant dessus. La croissance demande de la patience, de l'attention, de l'eau et des petits gestes constants et bienveillants. Cette approche de la parentalité semble suivre la même logique. C'est une excellente analogie. Le livre nous invite à devenir le jardinier de notre famille. Un jardinier qui sait que la transformation vient de la patience et de la présence, pas de la force. En résumé, les grands piliers sont vraiment ça. La présence, qui remplace la quête épuisante de la perfection, la connexion émotionnelle comme fondation de tout, et l'idée que la transformation du parent est le vrai moteur du changement dans la famille. En travaillant sur soi, on change tout l'écosystème. On pourrait donc dire que lire ce livre, c'est pas tant pour accumuler de nouvelles connaissances que pour entrer dans un espace qui se veut sécurisant et bienveillant d'abord pour le parent lui-même. Exactement. C'est une ressource pour accompagner les parents, pas pour les juger. Pour celles et ceux qui s'intéressent, l'ouvrage est disponible en différents formats. Il est aussi mentionné que l'autrice propose des accompagnements pour qui voudraient aller plus loin dans la démarche. C'est une piste sans plus. Pour terminer, je nous laisse avec une pensée pour la réflexion. L'histoire du papillon nous rappelle que les enfants ont besoin d'un cocon sécurisant pour se transformer et déployer leurs ailes. Mais la question que ce livre nous pousse à nous poser est peut-être la suivante. Quel est le cocon dont les parents eux-mêmes ont besoin pour grandir et déployer leurs propres ailes?